Il est 10h ici à Paris, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce jeudi. Le gaz européen s'envole de plus de 30% après l'attaque par l'Iran d'un site gazier au Qatar. Donald Trump menace de répliquer. Téhéran accuse Israël d'avoir visé une de ses raffineries. Ces dernières heures, ce sont des raffineries au Koweït et en Arabie Saoudite sur la mer Rouge qui ont été visées. On fait le point dans un instant. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères annoncé au Liban aujourd'hui, vient témoigner à Beyrouth de la solidarité de la France alors que le pays s'enfonce dans la crise humanitaire sous les tirs croisés du Hezbollah et de l'armée israélienne en 20 jours de guerre. Plus d'1 million de Libanais ont été déplacés par le conflit. Et donc en ce 20e jour de guerre, voilà que les dernières heures illustrent à quel point les énergies fossiles sont au cœur du conflit. Le pétrole et le gaz, des ressources précieuses, sont des leviers de pression imparables dans le monde globalisé qui est le nôtre. Va-t-on vers un choc mondial si les frappes se poursuivent, quelles qu'elles soient, sur les infrastructures énergétiques, raffineries, gisements? Y a-t-il des stratégies de contournement possibles? Peut-on encore circonscrire l'embrasement? Question posée à mes invités ce matin. Humayun Falakchi, Christophe Dansette et Mathieu Ozano qui nous rejoindra dans un instant. Bonjour messieurs, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Humayun Falakchi, bonjour. Et bienvenue sur ce plateau, responsable de l'analyse pétrolière chez Kepler. Christophe Dansette, bonjour. Vous êtes chez vous, chroniqueur éco à France 24. On parlait du pétrole et du gaz, vous et moi, il y a un instant, lors de notre heure d'info précédente. Et puis on sera, je l'espère, tout à l'heure avec Mathieu Ozano, qui est lui aussi spécialiste du pétrole, ancien directeur du Shift Project. L'actualité, je le disais, va très vite ce jeudi. On a appris ces dernières minutes des frappes contre des raffineries au Koweït et en Arabie Saoudite. Et puis surtout, ces dernières heures marquées par ces frappes contre deux grandes installations gazières du Moyen-Orient, un gisement offshore iranien et un site de production de gaz naturel liquéfié au Qatar, pris pour cible entre feux croisés iraniens et israéliens. Conséquence immédiate, Trump a menacé à nouveau Téhéran et les marchés se sont affolés. On va y revenir, mais d'abord les images commentées par Alexandra Carini. Une raffinerie de gaz à Assalouye dans le sud de l'Iran, noyée dans un épais nuage de fumée. Cette infrastructure est située en face de South Pars, un champ gazier offshore partagé par l'Iran et le Qatar, qui abrite le plus grand stock de gaz connu au monde. L'Iran a immédiatement réagi, dénonçant une attaque israélo-américaine. Pourtant, selon Donald Trump, les États-Unis n'étaient pas impliqués. Et le président américain met en garde l'Iran contre les frappes menées sur des sites énergétiques du Golfe en représailles. Aucune autre attaque ne sera lancée par Israël concernant ce gisement de South Pars, à moins que l'Iran ne décide imprudemment d'attaquer un pays tout à fait innocent, en l'occurrence le Qatar, auquel cas les États-Unis d'Amérique, avec ou sans l'aide ou le consentement d'Israël, feront exploser massivement l'intégralité du gisement de gaz de South Pars avec une puissance et une force que l'Iran n'a jamais vues ni connues auparavant. Dans la foulée de l'attaque de South Pars, l'Iran a en effet visé le Qatar et ciblé la principale installation gazière du pays, provoquant des dégâts considérables. Téhéran a aussi frappé les Émirats arabes unis, où le complexe de Habshan a dû être fermé. La patience des pays du Golfe, jusqu'ici assez résilient, qui est mise à rude épreuve. On a entendu les propos de l'Arabie Saoudite hier soir qui menaçait d'entrer en guerre à son tour et qui a donc été touchée dans une de ses raffineries sur la mer Rouge. Là, c'est là que ça se complique. En tout cas, réaction des marchés ce matin, Christophe, nette hausse pour les cours du pétrole et du gaz. Alors, et chute sur les cours. Baisse pour les marchés, mais effectivement hausse pour les cours du pétrole et du gaz. Le gaz qui s'est envolé effectivement, vous l'avez dit, de plus de 30% avant de baisser un petit peu. Là, on est à 67,50 €. On va pouvoir le voir en chiffres. 67,50 €, c'est plus que 2 fois plus que ce qu'il y avait avant le 28 février, c'est-à-dire avant le début de cette guerre où on était environ à 30 €. Quant au pétrole, eh bien, le pétrole lui aussi, il s'envole de nouveau. On a vu divers
divers stades au moment de cette guerre. Ça s'est envolé jusqu'à 120 euros à un moment, avant de rebaisser, passer sous les 100 $, pardon, le baril. Et là, on est à 116 $. Vous voyez, on arrive quasiment au pic de ce qu'on a connu depuis le début de la crise. C'est très, très important et avec des conséquences directes. On a vu ici en France même les prix à la pompe qui augmentaient presque trop par rapport au prix du baril. Et on va y revenir, bien sûr. Je vous salue, Mathieu Ozano. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre part à cette discussion à distance. Je le disais, vous êtes spécialiste du pétrole, auteur, ancien directeur du Shift Project. Et puisque vous êtes là, si on devait qualifier la façon dont le cours du pétrole, pour ne prendre que le pétrole d'abord, a évolué en 20 jours de guerre, comment est-ce que vous qualifieriez le cycle qu'on est en train de vivre ? Préoccupant, très préoccupant. Mais pas encore tout à fait dans une situation comparable à des précédents grands chocs pétroliers, je dirais 73, 79, mais également 2008. Il faut se rappeler que la crise des subprimes, ce qui perce les subprimes, c'est vraiment l'augmentation très forte des cours du baril pendant les années qui ont précédé, qui ont joué sur l'inflation, sur les taux d'intérêt. Mais on s'approche, chaque jour qui passe, nous approche dans une situation similaire à celle de ces trois grands chocs pétroliers, avec un bouchon qui est mis sur la carotide de l'économie mondiale, avec le du détroit d'Ormuz. La carotide de l'économie mondiale, on va y revenir. Même question, Homayoun Falakchahi. Depuis 20 jours que la guerre a commencé, le baril suit une augmentation. On n'est pas encore dans un choc, on n'a pas atteint des niveaux. D'ailleurs, on pourrait évoquer aussi ce qui s'était passé au moment de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Ça reste encore à peu près contenu ? Oui, je pense que ça reste encore à peu près mesuré, même s'il y a quand même eu une très forte augmentation. On était autour de 70, 72 avant le début de la guerre. Et puis on avait déjà eu une prime... le baril. Oui, dollar le baril. Et puis on avait déjà eu une prime de risque dans les cours. Il y a 2-3 mois, on était plutôt autour de 60. Donc il y a quand même eu une très forte augmentation. On peut dire que les prix ont quasiment doublé par rapport à ce qu'ils auraient dû être, nonobstant de ces risques géopolitiques. Mais en effet, je pense que là, on est dans une situation où on est dans le plus gros choc mondial de l'histoire en termes d'offres. On a perdu déjà plus de 10 millions de barils par jour, ce qui représente plus de 10% de la demande mondiale. Si on compare cela avec, par exemple, les chocs pétroliers des années 70, au maximum, on était à 6-7 millions de barils par jour. Donc évidemment, en termes de proportionnalité, c'était encore un peu plus important en 79, mais on est vraiment dans un choc pétrolier extrêmement important et je pense que les prix pourrait augmenter beaucoup plus en fonction des événements futurs au cours des prochains jours. Et si l'offre a baissé, c'est parce que les pays producteurs du Golfe ont baissé à cause des frappes et de la situation leur production, c'est ça, pour qu'on comprenne bien ? Oui, c'est principalement lié à la fermeture effective du détroit d'Ormuz et le fait qu'avant le début de la guerre, on avait en moyenne 16 millions de barils par jour, donc encore une fois 16% à peu près de la demande mondiale qui transitait par le détroit d'Ormuz et une capacité extrêmement limitée à contourner le détroit. Il y a l'Arabie Saoudite et les Émirats qui possèdent 2 oléoducs qui leur permettent de, en partie, détourner le détroit d'Ormuz, mais pas en totalité. Les autres pays de la région, l'Irak, le Qatar, le Koweït, Bahreïn, n'ont aucun moyen de le détourner. Donc évidemment, puisqu'ils n'ont plus les moyens d'exporter leur pétrole, ils ont été obligés et contraints de réduire leur production. Alors, on va s'arrêter justement sur ce détroit d'Ormuz dont on parle beaucoup ces jours derniers. Et on n'est pas, en tout cas, on n'est pas des spécialistes de la géographie de cet endroit du monde. Si on essaie de clarifier la situation, donc le détroit, donc où passent en ce moment quelques bateaux versus 80, une centaine par jour normalement, c'est ça ? Sur une moyenne de 3-4 bateaux par jour par rapport à entre 80 et 100 avant le début de la guerre. Voilà, donc il est paralysé. De facto, ce ne sont pas vraiment les gardiens de la révolution concrètement qui font la circulation, mais il y a ces menaces de mines, etc. Donc les bateaux ne passent plus. Le pétrole, peut-être d'un mot, Christophe, d'ordinaire, qui sort de ce détroit d'Ormuz, quelques dizaines de kilomètres de large. Où va-t-il d'habitude ? Vers quel pays va-t-il ? Va principalement vers l'Asie. C'est quelque chose qui est important parce que est-ce qu'il va y avoir des pénuries de pétrole ici en France ? La réponse c'est non, en tout cas pas pour l'instant, puisque plus de 80% de ce pétrole
part en Asie, on voit des pays qui dépendent vraiment de ce détroit d'Ormuz, en particulier le Japon, qui dépend du Golfe à 90%. C'est également le cas pour la Corée du Sud. On voit que la Chine, c'est également le cas un petit peu moins parce que la Chine elle a pris ses précautions. Elle a constitué des réserves extrêmement importantes de pétrole et aujourd'hui, elle arrive à faire face à cette crise. Mais le Japon est très inquiet. D'ailleurs, on a vu ce matin le gouvernement japonais prendre des mesures. Ça, c'est les réserves stratégiques de pétrole. 1,2 milliard de barils, c'est absolument énorme. Ça fait l'équivalent de ce que l'agence internationale de l'énergie, c'est-à-dire une grande partie des pays de l'OCDE, ont constitué ensemble et qui sont en train qui commencent à libérer depuis une semaine. Ouais, à peine un tiers a été libéré par l'agence internationale de l'énergie. Va être libéré, c'est 400 millions, mais les stocks de l'agence de ces 32 pays, c'est 1,2 milliard, c'est l'équivalent de la Chine. Donc Mathieu Ozano, si je comprends bien ce que vient de dire Christophe Dansette, le détroit d'Ormuz, c'est 20% de la consommation mondiale de pétrole. 80% de ce pétrole est à destination des pays d'Asie qui ont mis pour certains des mesures d'austérité, ceux qui n'ont pas les stocks chinois. Je crois que c'est 90% du gaz naturel liquéfié. Pourquoi, si ce pétrole qui passe par cet endroit du monde va en Asie, pourquoi est-ce que nous, Européens, ou pourquoi est-ce que les Américains connaissent au final, à la pompe, une augmentation des tarifs ? Parce que quand vous ôtez 1/5 de l'offre mondiale de pétrole brut et de gaz naturel, ça se répercute sur le prix mondial et du gaz naturel. Et puis, ça ne fait plus l'affaire, parce que là, vous parlez des prix à la pompe, mais en réalité, il n'y a pas une industrie dans le monde qui soit directement ou indirectement impactée par le prix des hydrocarbures, pétrole et gaz naturel. Alors là, vous avez beaucoup parlé de pétrole brut, ce qui est presque plus préoccupant aujourd'hui, et on le voit avec les forces israéliennes sur le grand champ gazier iranien, cette nuit iranienne contre des installations de liquéfaction gaz naturel du Qatar, sur le même champ gazier, South Pars. Le gaz naturel qui part par bateau, beaucoup en Asie, un peu en Europe quand même aussi. On enlève toutes les capacités d'exploitation du Qatar. Mathieu Ozano, je suis désolée, je vous interromps, on a un problème de son, on vous entend pas très bien. Je crois qu'on va essayer de rétablir ce problème de son et on va vous retrouver parce que ce que vous racontez à l'instant est important. Même question au Mayoun Falakchahi pour que tout le monde comprenne bien. Le prix ici inquiète à minima le prix de l'essence pour le consommateur avec les conséquences politiques qu'on a déjà largement évoquées, notamment aux États-Unis. Il augmente parce que la ressource se raréfie ou parce que la situation est instable ou un peu des deux ? Non, c'est un peu les deux. En fait, on est dans un marché mondialisé, le pétrole, c'est-à-dire que le pétrole produit au Moyen-Orient peut aller en Asie comme il peut aller aux États-Unis, en Europe, mais également le pétrole produit aux États-Unis peut en fait au final aller dans n'importe quel marché où la demande est la plus forte. Nous, donc, les Européens, on achète notre pétrole d'abord depuis la guerre en Ukraine aux Américains, c'est ça, c'est notre premier fournisseur. Ouais. Oui, les États-Unis sont le premier fournisseur de l'Europe, et l'Europe importait toujours à peu près entre 10 et 15% en provenance du Moyen-Orient, en provenance du Golfe Persique. Pour les États-Unis, c'est une dépendance moindre, c'est autour de 5%. Mais en fait, tout simplement, pour les pays asiatiques qui, comme vous l'avez mentionné, dépendent énormément du pétrole du Moyen-Orient, pour le court terme, pour réussir à trouver des alternatives et d'autres sources de pétrole, ils vont se tourner vers les autres producteurs, et ça peut être les États-Unis, ça peut être la Norvège, ça peut être le Brésil. On voit beaucoup plus de pétrole brésilien, par exemple, à destination de l'Asie. Et ça, en fait, ça fait que les cours mondiaux du pétrole sont tirés à la hausse d'une manière générale. Donc, il y a des façons de contourner, de s'adresser à d'autres fournisseurs, mais est-ce que le risque de rupture d'approvisionnement est réel ? Je pense que oui, parce que la région du Moyen-Orient, c'est la principale région productrice de pétrole. Ça représente à peu près 30% de la production mondiale. Et comme vous l'avez dit, c'est à peu près un peu en dessous de 20% de la demande mondiale qui transite par le détroit d'Ormuz. Les Saoudiens, les Émiriens ont une capacité de contourner le détroit, mais elle n'est pas à 100%. Donc au lieu d'exporter 16 millions
de barils par jour à partir du détroit. On pense qu'on va être plutôt sur une moyenne de 6 à 7 millions de barils par jour. Donc on va perdre l'équivalent de 9 à 10 millions de barils par jour. C'est une production qui pourrait être remplacée sur le court terme, notamment avec les 400 millions de barils par jour relâchés par l'Agence internationale de l'énergie. Mais sur le long terme, c'est tout simplement irremplaçable. On peut faire davantage, on peut relâcher davantage de stocks à partir des stocks stratégiques, mais si la situation perdure plus de plusieurs mois, je pense qu'on ira vers une crise énergétique mondiale et une crise économique mondiale sans précédent. Oui, parce que là, en plus, depuis tout à l'heure, on parle du prix pour les consommateurs à la pompe. Mais bon, j'enfonce une porte ouverte en disant que le pétrole, comme le disait Mathieu Ozano tout à l'heure, est partout. Il y a un nombre... il n'y a pas de secteur industriel aujourd'hui qui n'utilise pas le pétrole. Christophe, faut-il le rappeler ? Oui, il y a tout le monde. C'est l'aviation, les prix des billets d'avion qui vont augmenter. Les engrais, on y reviendra. Les engrais, c'est du gaz. Donc les engrais, 30% du gaz en dépend. Le textile avec les marchandises. Le fret qui pourrait connaître une augmentation très importante également. Et puis vous parliez des portes de sortie qu'ont les Saoudiens, qu'ont les Émiratis. Le problème, c'est que les Iraniens commencent à les bombarder aussi. On a vu le site de Fujairah, donc qui est le grand port qui se trouve à l'extérieur. C'est-à-dire, pardon, je précise ce que vous dites, Christophe, pour que j'ai à cœur que les gens qui nous regardent comprennent bien, les portes de sortie, c'est-à-dire des façons de sortir le pétrole de leur raffinerie sans passer par le détroit d'Ormuz. Voilà, il y a deux ports, deux grands ports qui existent. Un aux Émirats Arabes Unis, Fujairah, qui a été bombardé depuis plusieurs jours et à plusieurs reprises. Et puis il y a Yanbu côté mer Rouge, c'est-à-dire côté saoudien. Et ce port de Yanbu a été, il me semble, pris pour cible aujourd'hui même. Donc on est sur des sites. L'Iran, c'est exactement ce qu'il fait. Ils veulent créer un chaos économique pour essayer d'avoir la partie de gagner un petit peu cette guerre à leur façon. Et le chaos économique, ils sont en train de le créer et ils le font. Mathieu Ozano, on vous a retrouvé, on a rétabli la liaison. On était en train d'évoquer les tentatives ou en tout cas les hypothèses pour tenter de contenir le risque à venir d'approvisionnement en pétrole dont nous parlait Humayoun Falakchahi à l'instant. Débloquer le détroit par la force, on a entendu les menaces de Donald Trump et la réponse des alliés, c'est non. Tenter de contourner ce détroit en faisant passer localement par d'autres voies, on comprend que c'est quand même encore compliqué, ou en tout cas, à minima, c'est insuffisant. La question des réserves stratégiques, est-ce qu'on a débloqué par l'Agence internationale de l'énergie, c'est beaucoup, mais on imagine que c'est encore insuffisant. Plus ça dure ainsi, plus vous parliez tout à l'heure d'artère mondiale, on va vers une embolie. C'est bien possible. Et puis, il y a eu une escalade très importante qui a eu lieu hier avec la frappe israélienne en champ gazier iranien. Ça, c'est quelque chose, c'est une escalade majeure. Quelques jours après les frappes sur l'île de Karg, qui est l'endroit, le principal terminal pétrolier iranien à l'intérieur du Golfe Persique. Bon, ben là, on se dirige vers une lutte à mort. Et avec une capacité qui est, vous venez de le décrire, impossible à enlever à l'Iran de perturber très sévèrement la capacité d'export de pétrole et de gaz, non seulement autour du Golfe arabo-persique, mais également avec les terminaux côté Golfe d'Oman et en mer Rouge. Donc la situation, elle est pathétique. C'est-à-dire que je pense que quelque part, l'administration Trump voulu refaire le coup qu'ils ont réussi plus ou moins à faire au Venezuela. Simplement, le Venezuela, à part la Colombie, il n'y a pas une capacité tout de suite à perturber d'autres exportateurs de pétrole et de gaz. Là, ce qui est terrible, c'est que, si vous voulez, la fermeture du détroit d'Ormuz, pour les gens qui s'intéressent à l'énergie, c'est l'équivalent vous savez, en Californie, on parle de The Big One, le grand tremblement de terre qui arrivera un jour, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 1 million d'années sur Los Angeles. On en parle depuis des décennies, la fermeture du droit d'Ormuz, comme un peu la bête du Gévaudan, le truc pour empêcher les enfants de dormir la nuit. Et là, c'est en train de se passer et on ne voit pas des escalades faciles.
On a entendu à ce propos Mayoun Falakchahi cette semaine Donald Trump dire entre autres choses qu'il avait été surpris de la réaction de l'Iran et que l'Iran se mette à frapper les pays du Golfe et a fortiori leurs installations énergétiques. On a entendu ces menaces cette nuit à l'égard de Téhéran disant que si suite à ces frappes donc sur cette installation gazière qatari, est-ce que vous, les analystes, les spécialistes pour le coup, vous saviez que c'était une possibilité qu'en cas de guerre, ce détroit soit fermé et que l'Iran ait cette capacité coercitive à l'égard des infrastructures énergétiques? Non, je pense qu'évidemment tous les analystes du secteur le savent. C'est un peu un sujet tabou. Que tout le monde se bat. Parce que, comme vient de le mentionner Mathieu Ozanov, c'est un peu la bête du grésillement du secteur pétrolier et gazier dans le monde, puisqu'on est sur une distance de seulement 30 et quelques kilomètres qui en fait régissent d'une manière très importante les marchés pétroliers et gaziers dans le monde. C'est un scénario catastrophe en fait, c'est ça? Oui, c'est un peu un scénario catastrophe et je pense que malheureusement les analystes du secteur pétrolier, on l'a pas vraiment vu venir non plus parce que les pays principaux qui vont en démordre, c'est principalement les pays asiatiques, dont notamment la Chine, qui reste le seul acheteur du pétrole iranien. Donc on pouvait penser que les Iraniens n'allaient pas impacter la Chine, puisque la Chine va être davantage impactée que l'Europe. Bon, il laisse passer les bateaux chinois, si j'ai bien compris ces jours derniers, c'est ça? Certains bateaux, les bateaux iraniens qui transportent du pétrole iranien, les bateaux qui transportent non iraniens mais qui transportent du pétrole iranien, évidemment, eux ne sont pas impactés et eux, ils vont 100% à destination de la Chine. Mais il y a beaucoup de bateaux qui devraient aller vers la Chine et qui, en fait, ne peuvent pas passer encore. Il y a même des informations comme quoi l'Iran exporterait aujourd'hui plus de pétrole qu'avant le 28 février. Alors, pas vraiment, il y a une petite baisse, mais on est sur une petite baisse. On est passé de 1 500 000 à 1 600 000 barils par jour à 1 300 000, 1 400 000. Donc une toute petite baisse. Mathieu Ozanov, il y a un acteur dont on n'a pas encore parlé, c'est la Russie. Donald Trump qui n'a pas plus consulté ses partenaires du G7 pour autoriser temporairement jusqu'à la mi-avril, je crois, les ventes de pétrole russe dans l'espoir de calmer les cours mondiaux, qu'il ne l'a fait à la veille du 28 février, du lancement de son opération contre l'Iran. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est une inflexion majeure? Et est-ce que ça veut dire que Vladimir Poutine et son pétrole sortent gagnants de cette crise? On peut pas imaginer mettre hors jeu à la fois les premiers exportateurs de pétrole du Golfe arabo-persique et la Russie. Je veux dire, là vous parliez d'embolie tout à l'heure. Mécaniquement, ce qui se passe est très fortement à l'avantage de la Russie. Et la reculade partielle, on va dire, pour être gentil, de Washington est tout à fait emblématique de ça. Je voulais ajouter d'un mot simplement, il faut voir aussi que on a parlé des capacités d'exportation de l'Arabie Saoudite et des Émirats sans passer par le détroit d'Ormuz avec des pipes qui sortent en mer Rouge ou qui sortent dans le golfe d'Oman. L'Iran a aussi la possibilité de sortir une partie de sa production via le terminal de Jask, qui se trouve lui aussi sur les côtes iraniennes, à l'extérieur, à l'est du détroit d'Ormuz. Mais ça reste des gouttes de pétrole dans un océan bien plus vaste d'ordinaire. Non, si on somme tout et si tout a... Enfin, si vous voulez, c'est une question d'inertie, c'est-à-dire que ces tuyaux, ces pipes, ils sont assez importants. Dans le cas de l'Arabie Saoudite, le potentiel maximum, mais qui n'a jamais été testé, c'est à peu près les capacités d'exportation de brut de l'Arabie Saoudite. La question, c'est à quel rythme les flux peuvent être rétablis. C'est un peu, imaginez, c'est comme si quand vous balancez une pierre dans une fourmilière. Là, on voit en ce moment un chaos qui est en train de se mettre en place complètement à l'extérieur du Golfe arabo-persique. Tous les containers, par exemple, qui sont destinés au Golfe, il faut qu'ils déchargent dans des ports d'attente. Il y a aussi la capacité à faire rentrer des tankers ou des méthaniers vides à l'intérieur du Golfe pour soulager les capacités d'export. Donc finalement, c'est des puits de pétrole et de gaz qui sont obligés d'être arrêtés
à l'intérieur du Golfe. Enfin voilà, c'est un chaos dont on sait comment il est déclenché, mais on ne sait pas à quel rythme on peut en sortir. Oui, parce que Humayun Falakchi, je voyais réagir. Évidemment, il ne s'agit pas de robinet qu'on ouvre et qu'on ferme. Une minute, il est fermé, la minute d'après, il est rouvert. Tout ça prend un temps et puis un effet domino énorme. Oui, et ça prend un certain temps. Par exemple, les exportations de l'Arabie Saoudite à partir de la mer Rouge sont passées de à peu près 1 million à 2,5 millions. On est plutôt proche de 3 millions. Et ça peut monter jusqu'à un peu plus de 5 millions de barils par jour. Donc, comme vous l'avez dit, ça prend du temps. Ça fait déjà 2-3 semaines. On n'est pas encore à ce niveau maximum théorique de 5 millions. Mais nous, l'étude qu'on a fait montre que même si ces terminaux d'exportation, donc le contournement via Yanbu sur la mer Rouge, l'Arabie Saoudite, et Fujairah, les Émirats sur le golfe d'Oman. Deux sites qui ont été visés. Mais pour l'instant qui exportent, qui sont toujours en capacité d'exportation. On devrait arriver sur une perte minimale de 9 millions de barils par jour, ce qui reste quand même vraiment très important et très massif. Et pour en revenir à la Russie, je pense que c'est un point très important que vous avez mentionné, parce que pour moi, ça apparaît vraiment comme le clair gagnant de la situation actuelle, puisque la Russie vendait son pétrole principalement à l'Inde et à la Chine, avec un rabais important, puisqu'il y avait seulement 2-3 acheteurs, l'Inde, la Chine et la Turquie. Là, le fait que certaines sanctions ont été levées fait que mécaniquement, ils peuvent le vendre potentiellement à d'autres acheteurs en Asie. Puis leur rabais a en fait disparu, parce que le prix de référence, et le Brent, il est autour de $116, mais le prix physique sur le marché physique, il est en fait en fonction, il réagit en fonction du Brent. Donc avant la guerre, la Russie vendait son pétrole avec un rabais de $10 à peu près, le baril, en dessous du Brent, à la Chine. Aujourd'hui, on est sur un premium, sur une prime de $10 le baril. Donc, c'est-à-dire que la Russie, en fait, actuellement, vend déjà son baril quasiment à $130 le baril aux Chinois. Est-ce qu'on, question bête peut-être, est-ce qu'on peut imaginer que la Russie, que les Européens rachètent du pétrole russe ? C'est une décision politique qui devrait être prise. Il y a, je crois, un ministre belge qui l'a mentionné il y a quelques jours, qui a émis l'idée de lever les sanctions temporairement. Pour l'instant, c'est un tabou. C'est une décision politique, je pense que c'est difficile. Les 27 sont réunis aujourd'hui à Bruxelles. Ils vont discuter. Des questions taboues notamment. Ouais. Ils vont discuter de la crise énergétique, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils vont évoquer ce point quand même, ce serait un retournement de situation. À mon avis, l'attaque sur Ras Laffan au Qatar peut éventuellement changer la donne là-dessus, parce que ça représente 20% de la production mondiale de gaz, oui. Et la question, c'est de savoir à quel niveau, combien de temps il faudra pour que, une fois la guerre terminée, la production du Qatar retrouve son niveau d'avant-guerre. Si on estime que ça peut être une durée très longue, alors je pense que les sanctions sur la Russie, les probabilités que ces sanctions soient levées du côté européen devraient être plus grandes. Oui, parce ce qui est important, qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est qu'on est au mois de mars, on est le 19 mars. C'est pas une période où on consomme énormément de gaz, surtout avec les températures qu'il fait en ce moment. Mais à partir du mois d'avril, on va devoir reconstituer nos stocks qui sont autour de 30%. Donc on a 60%, 80% de stocks à ajouter. Et donc la question de ces achats va se poser à partir du mois d'avril. Mathieu Ozano, sauf si vous vouliez réagir là-dessus, j'ai une autre question néophyte à vous poser. Sauf erreur de ma part, le premier producteur mondial de pétrole aujourd'hui, ce sont les États-Unis. J'ai deux questions même dans ma question à vous poser. Pourquoi, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, sauf erreur, les prix à la pompe ont plus bondi aux États-Unis que c'est le cas ici en Europe et notamment en France? Première question. Et deuxième question, pourquoi est-ce que c'est un problème aux États-Unis? Je comprends que les pétroliers américains, a priori, se frottent les mains puisqu'ils gagnent plus d'argent. Pourquoi est-ce que ça pose un problème à Donald Trump? L'essence est moins taxée aux États-Unis. Donc, si vous voulez, la part de la fiscalité agit comme un tampon, en fait, quand il y a des grosses variations sur les marchés mondiaux du pétrole. Donc, s'il y a une augmentation des cours du baril brut, ça se ressent beaucoup plus directement sur l'évolution des prix à la pompe aux États-Unis. Et puis, voilà, l'électorat américain est très sensible à l'inflation.
On sait que Joe Biden, l'une des choses qui ont handicapé sa campagne, c'est une forte inflation sur les prix agricoles, et en particulier sur les œufs. Bon, voilà, c'est jamais très très bon en période électorale d'avoir le prix à la pompe qui augmente, tout simplement. Je voulais revenir d'un mot sur l'Europe et sur la Russie. Effectivement, vous disiez, les États-Unis, c'est le premier exportateur, premier producteur, pardon, et puis un très très gros exportateur de gaz vers l'Europe. La difficulté, c'est que l'Europe a déjà subi une première crise énergétique massive en 2022-2023 avec l'invasion de l'Ukraine, que l'industrie européenne est en difficulté aujourd'hui, elle est en récession depuis 2022, et elle a beaucoup de mal à faire jeu égal, semble-t-il, avec l'industrie asiatique. En fait, il y a une concurrence d'approvisionnement entre les industriels en Corée du Sud, au Japon, à Taïwan, également en Chine, même en Inde, et puis les industriels européens. Et aujourd'hui, on voit des navires qui transportent ce gaz naturel liquéfié venant des États-Unis être destinés à Rotterdam, par exemple, être reroutés au milieu de l'Atlantique pour prendre le chemin de Singapour ou de Taïwan. Précisément, Christophe Dansette, Mathieu Ozano rappelait que les Européens ont connu un choc énergétique majeur au début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, guerre à laquelle d'ailleurs ils ne voulaient pas croire non plus à l'époque, c'était il y a 4 ans. Est-ce qu'on ne peut pas se demander légitimement pourquoi est-ce que les Européens n'ont pas appris de cette crise-là et développé des capacités à être moins dépendants des fluctuations du cours tant du gaz que du pétrole? On en vient à la question de l'indépendance énergétique. Il en était question d'ailleurs la semaine dernière à Paris. Oui, et alors c'est pas vrai qu'ils n'ont pas tiré les conséquences. Il y a eu des conséquences, notamment pour le GNL, c'est-à-dire le gaz naturel liquéfié. Avant 2022, une grande partie du gaz arrivait de Russie. Aujourd'hui, un certain nombre de pays ont pris des dispositions pour se faire livrer du gaz américain. Qatari dans une moindre mesure, mais américain en grande partie. Ça peut être du gaz canadien également. Donc on a quand même... On a diversifié. On a diversifié. En France, on n'avait par exemple pas de grand terminal de GNL avant 2022. Aujourd'hui, on en a. D'autres pays en ont créé un certain nombre. En revanche, c'est surtout sur les énergies renouvelables où pendant un moment... On avait dit on va investir, et puis est arrivée la crise budgétaire et les investissements dans les budgets sont en train d'être baissés. Et c'est là qu'on a taillé en premier parce que c'était possible, ça se voyait un petit peu moins pour les citoyens, c'était moins douloureux pour les citoyens eux-mêmes. Mais là on voit qu'avec une nouvelle crise, ça pose problème. Notre souveraineté, notre indépendance énergétique, on est en plein dedans là. Oui, après je pense que l'Europe est dans une situation quand même beaucoup moins critique que les pays de l'Asie. Et moi, je pense qu'ici, au contraire, une fois que cette guerre sera terminée, on devrait pas avoir, enfin, on pourrait avoir dans une certaine mesure une accélération vers les renouvelables, mais je pense que le problème principal qui va se poser, et la question principale qui va se poser, c'est est-ce qu'on a assez de stocks stratégiques, que ce soit de pétrole ou de gaz, pour faire face à une éventuelle future crise de cette sorte-là. Et vous avez la réponse? Pour l'instant, comme M. Dansette l'a mentionné, on n'est pas dans une situation vraiment critique en Europe encore. Parce que les pays de l'AIE, donc principalement l'Europe, les États-Unis... De l'Agence de l'énergie internationale. Voilà. Le Japon, la Corée du Sud, l'Australie ont 1,2 milliard de barils de réserves. Ils ont décidé d'en relâcher un tiers. C'est beaucoup parce que pour nous qui n'y connaissons pas grand-chose, 400 millions de barils par jour 400 millions de barils au total. C'est beaucoup. Oui, ça représente. C'est la consommation de quoi? 40 jours d'équivalent de perte d'offres à partir de la crise qu'on a actuellement. D'accord. On peut tenir 40 jours avec 400 millions de barils, c'est ça? Voilà. Donc en gros, la question c'est est-ce que la guerre va s'arrêter mi-avril? Si c'est le cas, ça sera suffisant. Si c'est pas le cas, il faudra débloquer à nouveau. Et je pense qu'après la crise, on va plutôt se poser la question, parce que la norme de l'Agence internationale de l'énergie, c'est de posséder 90 jours d'équivalent d'importation en stock stratégique. Et je pense qu'on va plutôt se diriger vers une situation, on va se dire 90 jours, c'est peut-être pas assez. On devrait monter à 120, 180 jours. Donc ça voudra dire que même après la crise, même après la guerre, le prix devrait avoir tendance à rebaisser. On ne va pas retourner vers un niveau d'avant-guerre autour de 60, puisqu'il y aura une demande
pour re-remplir ces stocks-là. Ouais, d'autant que Mathieu Ozano, alors je ne suis pas économiste, mais puiser dans ses réserves, c'est pas vraiment une stratégie de long terme tenable. Non, et puis c'est méconnaître ce qui est le plus périlleux dans la situation actuelle, si elle dure, et elle semble partie pour durer quelque temps, c'est l'effet domino, en fait, à travers non seulement l'inflation, il faut pas, effectivement, vous avez évoqué les engrais azotés, ça c'est, voilà, quand vous touchez au prix du gaz, vous touchez au prix des engrais, donc vous touchez au prix du pain. Et il faut regarder, on a eu une expérience avec 2008 qui devrait nous servir de warning. Selon toutes les analyses principales, le facteur déclenchant numéro 1 du printemps arabe, ça a été le prix du pain. Alors, ça a été en particulier en Égypte ce qui a suscité cette crise politique absolument majeure. Donc il faut se projeter sur des conséquences bien loin de simplement le prix à la pompe. Voilà, aujourd'hui, toute l'industrie asiatique est contrainte directement ou indirectement dans son accès, non pas à un gaz qui serait plus cher, mais simplement au gaz tout court. Imaginez tout ce qu'on achète directement ou indirectement comme produit fini ou comme bien intermédiaire essentiel pour telle ou telle industrie à l'Asie aujourd'hui. Voilà. Faut souligner, je parlais de 2008, je rappelle la crise des subprimes qui a été la crise financière la plus grave depuis 1929. Sans doute son facteur déclenchant, ce qui a percé, ce qui a fait éclater cette bulle des prêts hypothécaires subprime en 2008, c'est vraiment l'inflation des cours du baril, alors pas sur quelques jours, mais sur plusieurs années, à cause en particulier de l'arrivée de la demande asiatique. Mais voilà, il faut quand même dézoomer un petit peu, voir qu'on est dans une situation qui est extrêmement périlleuse et face à laquelle les pays importateurs, au hasard l'Europe, qui est le plus gros importateur mondial de pétrole et de gaz, vont être en première ligne face à cette situation. Alors justement, les engrais, vous en parliez à l'instant. Effectivement, on en parle beaucoup moins que le gaz et le pétrole parce que c'est peut-être moins impressionnant, mais l'engrais, c'est majeur dans la façon dont pour produire ce que nous consommons. On va voir des images commentées par Thibaut Franceschi à ce propos. C'est une autre conséquence de la guerre en Iran, la pénurie d'engrais. Car pour fabriquer des engrais azotés, très utilisés par l'agriculture, il faut énormément de gaz naturel. Or, 20% du gaz naturel liquéfié mondial passe par le détroit d'Ormuz, aujourd'hui bloqué. Un tiers des engrais utilisés dans le monde y transitent, car certains sont directement produits dans le Golfe. Le cours de l'urée, principal engrais, a augmenté de 40%. Au nord de Berlin, en Allemagne, cet ingénieur agronome exploite des champs de blé et de colza, et c'est en ce moment que ces cultures ont besoin d'engrais. Nos cultures ont connu une bonne croissance ces 14 derniers jours. Celles qui sont en plein champ ont désormais besoin d'azote, et le plus tôt sera le mieux, afin de prendre un bon départ, ce qui les renforcera en vue de la récolte prévue, au plus tard cet été. Sans engrais, les récoltes à venir sont en danger. Si nous ne soutenons pas nos cultures avec de l'azote pendant la phase de croissance précoce, au moment clé où les bases du rendement et de la qualité se déterminent, nous n'aurons aucun rendement, ou un rendement considérablement réduit, et la qualité ne sera pas suffisante pour produire de la farine de blé. C'est là le problème. En France, la plupart des agriculteurs ont des réserves, mais ce n'est pas le cas partout. Si les blocages en Iran perdurent, la sécurité alimentaire mondiale est en danger. Dans le pire des cas, il y aura des rendements plus faibles et des mauvaises récoltes la saison prochaine. Dans le meilleur des cas, la hausse des coûts de production se répercutera sur les prix des denrées alimentaires l'année prochaine. Les produits alimentaires ont déjà connu une forte inflation depuis 2021, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Après une accalmie, les prix pourraient remonter en flèche.
Et oui, on disait tout à l'heure que les infrastructures énergétiques, ce n'étaient pas des robinets qu'on pouvait ouvrir et fermer. Les impacts s'installent un peu dans la durée. Et là, on vient de le voir, Christophe Dansette, la sécurité alimentaire mondiale pourrait être menacée, a dit ce représentant à l'instant. Les effets sur les coûts alimentaires pourraient se faire sentir, et pas que pour les Européens pendant un moment. Oui, ça va avoir une conséquence très directement sur notre panier de courses. Quand on va aller au supermarché, et je pense que tout le monde se rappelle de 2022, ça faisait très mal d'aller au supermarché et de voir la facture, de devoir payer un panier quasiment vide avec 30, 40, 50 euros, et ça dans beaucoup de pays du monde. Et là, ce que souligne bien le reportage, c'est qu'il y a deux effets. Il y a d'abord un effet sur la quantité de production, parce que s'il y a moins d'engrais, eh bien, on produit moins. Les récoltes sont... Et donc, il y a des plus petites récoltes qui, du coup, non seulement sont plus chères parce qu'on a utilisé des engrais plus chers, mais en plus, il y a la raréfaction, donc il y a une augmentation du prix. Donc, il y a le problème sur la quantité et sur le prix. Les deux problèmes vont aller de pair, et ça, effectivement, il y a un danger d'une importante inflation. C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. J'en reviens à mon positionnement de néophyte, de se dire que des frappes iraniennes sur des installations pétrolières en Arabie Saoudite peuvent avoir in fine un coup sur la baguette ici en France. Mais c'est le cas, c'est un cercle. Oui, parce que on ne parle pas seulement de pétrole et de gaz. Et puis évidemment, le pétrole et le gaz sont reliés à beaucoup d'autres industries, mais aussi les engrais, les fertilisants, le soufre également. C'est un gros exportateur de soufre. Donc ça impacte énormément d'industries. Mais je pense que là, on est vraiment dans une situation extrêmement complexe, extrêmement critique. Et la question principale, c'est jusqu'à quand est-ce que le détroit va rester fermé. Je pense que là, c'est plus un point de vue militaire qu'il faut avoir, un point de vue de spécialiste militaire. Mais si la situation reste comme celle-ci pendant encore quelques semaines, je pense que vraiment la deadline maximum pour les États-Unis, c'est plutôt début avril, mi-avril. Si on dépasse ce stade-là, on va atteindre des prix beaucoup plus élevés, et donc ça va se répercuter évidemment beaucoup plus dans toutes les économies du monde, et notamment dans le panier des consommateurs ici en Europe. D'où l'inquiétude, Mathieu Ozano, qu'on évoquait au début de cette émission. On évoquait les cours tant du pétrole que du gaz, disant que bien sûr ils allaient augmentant, mais que jusqu'ici ils étaient relativement contenus. Plus la guerre dure, plus la capacité à contenir cette flambée des cours réduit mathématiquement. Ouais, c'est évident. Effectivement, c'est intéressant de regarder l'histoire. Je disais tout à l'heure que le blocage du détroit d'Ormuz, c'est un peu une épée de Damoclès qui était là suspendue depuis des décennies. Il faut revenir au lendemain des chocs pétroliers des années 70 pour comprendre à quel point on est dans une situation complètement hors norme. Après les chocs pétroliers des années 70, il y a eu le second choc pétrolier, il est dû à la révolution en Iran et l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini. Tout de suite après, il y a une guerre qu'on a un peu oubliée, mais qui est la plus longue guerre conventionnelle du XXe siècle, la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et l'un des épisodes de cette guerre, un peu oublié, c'est ce qu'on a appelé la guerre des tankers. La guerre des tankers, c'était quoi? C'était l'Irak qui s'en prenait aux infrastructures d'exportation de l'Iran, en particulier cette fameuse île de Karg qui a été bombardée il y a 2 ou 3 jours. L'objectif de Saddam Hussein à l'époque était de forcer l'ayatollah Khomeini à bloquer le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire à déclencher une espèce d'internationalisation de la crise. À aucun moment, les Iraniens n'ont franchi ce point limite, n'ont franchi ce Rubicon. Pourtant, c'était une guerre qui impliquait des centaines de milliers de soldats sur le front, qui a fait probablement plus d'1 million de morts. Donc on parle de quelque chose de tout à fait cataclysmique. À cette époque-là, à aucun moment, le régime des Mollahs n'a pris la décision fatidique de se fermer le détroit d'Ormuz. Alors là, on y est.
L'île de Khark, d'ailleurs, dont Donald Trump a dit il y a quelques jours qu'il pourrait la bombarder à nouveau pour le plaisir, je cite. Est-ce qu'il y a des analystes pétrole à la Maison-Blanche en ce moment? Je vous pose la question, Homayoun Falakchahi, parce que c'est vrai que c'est la question qu'on se pose. Comme Donald Trump semble surpris par la réaction iranienne dans le Golfe, alors Mathieu Ozano rappelait qu'il n'était jamais allé jusque-là précédemment, mais est-ce que quelqu'un n'a pas prévenu le président américain que ça allait se passer comme ça? En fait, cette guerre arrive dans un marché pétrolier où on était dans une situation de surabondance d'offres. Donc je pense qu'il y avait plus d'offres que de demandes. Évidemment, actuellement, la donne est changée. La question est de savoir combien de temps ça va durer. Mais je pense que puisqu'on était dans un marché avec une offre abondante, ça avait plutôt donné une confiance à l'administration américaine de faire ses actions, que ce soit au Venezuela, Cuba, en Iran, et de penser que la réaction n'allait pas être extrêmement importante sur les prix du pétrole. Je pense que là, on est vraiment dans la situation extrême. Et puis c'était très difficile, je pense, vraiment de savoir ce qui allait se passer, parce que comme M. Ozano l'a mentionné, même dans les cas extrêmes précédents, l'Iran n'avait pas franchi ce stade. Et puis dans les années précédentes, les pays de la région, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats avaient amélioré leurs relations avec les Iraniens. Donc je pense qu'eux aussi sont extrêmement surpris de se voir sous le feu des attaques iraniennes. Et je pense que ça démontre à quel point le régime est dans une situation en fait d'extrême fragilité, puisqu'il a décidé d'aller dans cette voie-là qui est vraiment la plus extrême. Ouais, est-ce qu'il y a d'un mot, Christophe, pour conclure? La question, c'est vrai, combien de temps ça va durer? En fait, il y a 3 scénarios. Soit Donald Trump siffle la fin de la partie à la fin du mois de mars, ce qui est possible, c'est le scénario le plus probable. La question, c'est comment réagiront les Iraniens. Est-ce qu'ils arrêteront eux aussi? C'est le deuxième scénario, que ça continue parce que les Iraniens bombardent et ne veulent pas arrêter. Là, c'est le scénario catastrophe. Et puis, il y a quand même un scénario, on va dire, optimiste. C'est peut-être pas réaliste, mais peut-être optimiste, c'est que le régime tombe rapidement. Et dans ce cas-là, il y aura une détente, et il y aura surtout une détente vers les prix du pétrole, puisqu'on intégrerait du pétrole iranien sous sanction assez rapidement sur les marchés. Voilà pour les scénarios. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Merci beaucoup Mathieu Ozano à distance. Homayoun Falakchahi, merci infiniment d'être venu ce matin sur ce plateau. Christophe Dansette, vous étiez ici chez vous. Merci beaucoup. Émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info. À tout à l'heure.